1336, éveille les consciences, réveille les papilles. Voilà ce qu'on peut lire au dos des boîtes de thé 1336. C'est thé aux arômes naturels. Production des ex-Fralib à l'usine de Gémenos, gérée depuis donc 2015 par une coopérative. Plus qu'un simple slogan, c'est un état d'esprit, voire un tract politique. Bonjour Nicolas Jox. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé ce film. Merci déjà de nous avoir fait vivre cette aventure. Est-ce que vous avez des nouvelles des ex-Fralib ? Écoutez, oui, je suis en contact avec eux. Ils affrontent des difficultés actuellement de trésorerie. Donc, ils ont lancé une collecte, un financement participatif pour aider la SCOP à se développer. 700 000 euros. Exactement. Donc, ça démarre fort et j'espère qu'ils vont trouver cet argent pour continuer leur aventure. Et pourquoi ces difficultés, selon vous? L'idée même de la coopérative, en fait, dans une entreprise comme celle-ci, était difficile au vu, et on le voit dans le reportage, de la masse salariale, des frais fixes d'une usine comme celle-ci, 10 000 euros d'électricité par mois? Voilà, je crois qu'il faut comprendre que c'est d'abord une lutte extraordinaire qui a duré 3 années. Durant ces 3 années, 1336 exactement, ils ont pu concevoir leur projet de coopérative, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils se lancent dans l'aventure, la reprise, qui relancent la production, il y a une série de difficultés qui se posent à eux. Et en particulier, la question de la création de leur propre marque, de trouver un réseau de distribution fiable qui puisse écouler cette marque nouvelle. Et la difficulté, ça a été de convaincre des distributeurs aussi. Pourtant, ils sont référencés. On voit bien qu'ils ont réussi quand même à obtenir certaines victoires. Mais c'est pas là le bout du tunnel encore. Oui et non, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de grandes enseignes qui les distribuent nationalement, mais il y a beaucoup aussi d'hypermarchés, de grands groupes d'hypermarchés qui les distribuent simplement régionalement. Donc ils ne sont pas, tout le monde ne peut pas trouver cette marque sur tout le territoire. Et ça, c'est un problème pour eux, pour écouler leurs produits et donc faire du chiffre d'affaires et des marges, puisqu'ils margent sur leur marque à eux. On voit bien aussi la difficulté pour eux de presque s'improviser patron. Certains se disent difficilement prêts à cet exercice. Comment est-ce que vous avez perçu cette aventure ? Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, j'ai arpenté l'usine pendant 1 an. C'est vrai qu'à la fin, je connaissais un petit peu toutes les équipes. J'ai vu aussi la difficulté aussi d'acquérir des compétences. Mais disons que ça prend du temps. Et ce temps-là, dans le contexte de concurrentiel actuel, on n'a pas le temps. Voilà, ils sont dans une course contre la montre pour se faire connaître. Sans les moyens des autres entreprises, malheureusement. Exactement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des moyens, ils n'ont pas de budget publicitaire, ils n'ont pas non plus une force marketing interne. Vous les avez sentis douter, voire plier pour certains ? Non, je vois un collectif de salariés mobilisés parce qu'ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que ce qu'ils incarnent, ça les dépasse en fait. C'est devenu un symbole presque. C'est plus qu'un symbole puisqu'ils sont en train de réaliser concrètement une transformation sociale importante. C'est-à-dire qu'ils ont montré au monde de l'entreprise que des ouvriers, un collectif d'ouvriers, d'anciens salariés, peuvent récupérer l'usine, récupérer leur outil de travail, s'opposer à une multinationale qui voulait les délocaliser alors qu'ils avaient une usine rentable et faire vivre et donc produire. Et c'est justement tout l'enjeu est là en fait. Diriez-vous du coup que c'est presque une utopie au sens strict du terme, une expérimentation politique en fait cette usine ? On peut parler en fait il y a très peu de scopes qui ont été créés dans le monde industriel ces dernières années. Enfin ils sont quasiment les seuls en fait dans une usine de cette taille-là. Et c'est vrai qu'ils portent en eux disons le message qu'il y a cette capacité en chacun d'entre nous à pouvoir s'impliquer dans les décisions d'une entreprise, à faire vivre la démocratie dans l'entreprise, parce que c'est vraiment ça qui est au cœur du projet. C'est vraiment réfléchir à la place du salarié. Là, en l'occurrence, ils sont tous patrons de cette entreprise. Ils sont tous coopérateurs. Ils sont tous coopérateurs. Donc ce modèle coopératif, c'est ça qu'il faut vraiment le regarder comme un changement total de paradigme. C'est-à-dire que la propriété privée, eux la rejettent d'une certaine façon. Donc c'est vraiment la coopérative comme un modèle de développement durable, en fait, parce que c'est réellement ça. Et les coopératives existent en France, vous allez en parler dans votre débat. Donc c'est vraiment, il y a des gens qui travaillent dans des coopératives, ils sont des centaines, des dizaines de milliers en France. Simplement, c'est un modèle qui est assez
méconnu en fait. Ces ouvriers, avant de créer le SCOP, ne connaissaient même pas l'existence de cette forme d'entreprise coopérative. Alors, diriez-vous, et ce sera ma dernière question, Nicolas Jox, que justement l'avenir de l'entreprise est dans la SCOP? Disons que la SCOP est vraiment un vecteur d'émancipation, je pense, dans le monde du travail. Et il faut réfléchir aussi à peut-être un nouveau cadre normatif, législatif, pour améliorer, disons, l'accompagnement de la création de SCOP, puisque SCOP Team nous montre qu'elle se heurte à des difficultés qui sont liées au système de distribution. Et donc voilà, je pense qu'il y a une vraie réflexion. Il y a quelque chose à inventer autour de la coopérative et peut-être apporter... Et la coopérative devrait peut-être être aussi enseignée dans les écoles de commerce comme réellement une forme novatrice et émancipatrice pour les salariés. Eh bien, écoutez, c'est là justement la question que je vais poser à mes invités. L'avenir est-elle dans la SCOP? Merci, Nicolas Jox, pour cet entretien et merci pour ce film. Alors, la SCOP est-elle l'avenir de l'entreprise? C'est justement la question que je vais poser à mes invités. En France, ils représentent 3000 entreprises et près de 55 000 salariés. Une augmentation régulière de près de 4% par an. Les sociétés coopératives et participatives sont donc potentiellement le modèle économique de l'entreprise de demain. Pour en débattre, je reçois Hugues Sibyl. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes président de la Fondation Crédit Coopératif, une banque justement qui a été créée pour financer ces coopératives il y a 130 ans. Exact. C'est bien ça. Vieille dame, mais encore jeune. Exactement. Et vous nous en parlerez. Vous êtes par ailleurs président du laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Exact. Bienvenue à vous. En face de vous, Camille Dorival. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente directrice générale d'Alternative économique, le magazine bien connu. Qui est une SCOP aussi. Qui est une SCOP, qui est une coopérative. Et vous êtes par ailleurs journaliste spécialiste des questions d'emploi et justement d'économie sociale et solidaire. Bienvenue à vous. Arnaud Breuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département écosystème et engagement du groupe UP, anciennement groupe Chèque Déjeuner, qui est également une coopérative. 3500 salariés dans le monde. Dans le monde, 700 coopérateurs, c'est ça? Et 450 millions de chiffre d'affaires? C'est tout à fait. Voilà. Exact. Écoutez, j'ai les bons chiffres. Enfin, Stéphane Vernac, bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit privé à l'université de Picardie Jules Verne, chercheur associé à l'École des Mines. Vous êtes spécialisé en droit du travail et dans la place des salariés dans les entreprises. Tout à fait. Bienvenue. Alors peut-être quelques mots sur ce film et sur cette aventure des Fralib. Peut-être Camille Dorival, vous l'aviez peut-être suivi, vous, en tant que journaliste, de voir aujourd'hui qu'ils sont en difficulté et qu'ils demandent un financement participatif. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'aigreur? D'abord, moi, je voudrais souligner leur courage parce que c'est vraiment pas évident, cette lutte qu'ils ont menée, qui a duré plus de 3 ans. Ils ont réussi à créer une entreprise, à reprendre l'activité en SCOP et à reprendre l'ensemble des salariés qui voulaient s'associer à la SCOP. C'est un vrai défi parce qu'ils n'ont pas sélectionné les salariés, c'est ce que dit le documentaire. Donc ils ont gardé tout le monde en interne avec les compétences qu'avaient les gens. Ils ont dû les former pour avoir toutes les compétences dont ils avaient besoin. Donc c'est vraiment pas évident. Et puis ils sont partis avec une masse salariale déjà élevée, ce qui veut dire quand même... Premier poste budgétaire. Un poste budgétaire énorme et ça veut dire qu'il faut beaucoup de rentrées d'argent pour équilibrer les comptes à la fin. Donc j'espère vraiment qu'ils vont réussir et je pense que tout le petit monde des SCOP est avec eux, mais ça suffit pas. Il faudrait que tout le monde achète leurs produits pour que justement qu'on soit tous solidaires. Voilà. Stéphane Vernac, qu'avez-vous pensé de ce film? Je pense qu'il montre les 2 combats successifs que doivent mener les salariés pour reprendre leur entreprise. D'abord, un premier combat de longue haleine ici pour obtenir du groupe Unilever qu'il concède les machines. 1336 jours d'occupation. 1336 jours qui s'accompagnent d'un combat judiciaire. 3 annulations du plan social. Tout ça n'a été possible que grâce à ces annulations du plan social. Et puis un second combat qu'il mène désormais chaque jour pour pouvoir survivre. Arnaud Breuil, quand on voit à quel point c'est difficile aujourd'hui, et aujourd'hui ils se sont devenus en fait des symboles de ces coopératives, qu'est-ce qu'on peut dire de cette expérience des Fralib, des ex-Fralib? Alors d'abord, ça montre effectivement que la transformation en SCOP, et surtout dans un contexte aussi difficile que celui qu'on a pu voir dans le reportage, est effectivement quelque chose de difficile, surtout particulièrement dans le secteur industriel. Mais comme ça a été dit à l'instant, je pense que
l'exemplarité du combat qui a été le leur mérite vraiment d'être soulignée. Et nous, effectivement, au titre du groupe UP, aujourd'hui, on essaie de voir dans quelle mesure il est susceptible de pouvoir les aider, de les accompagner. Donc on a quelques projets, notamment avec le comité d'entreprise du groupe UP, d'essayer de voir s'il est possible de passer des commandes groupées. On va les faire venir à notre marché de Noël. Essayer de travailler aussi avec d'autres comités d'entreprise, notamment des comités d'entreprise du réseau des Scopes, pour faire qu'on puisse apporter un soutien effectif et concret à cette entreprise. C'est quelque chose que vous avez décidé récemment, du coup, au vu de cette réalité-là des ex-Fralib? C'est effectivement quelque chose de très récent qui date du début de l'été. Donc on a eu l'occasion d'aller leur rendre visite. Et on va effectivement essayer de travailler main dans la main avec eux pour les accompagner et faire que cette entreprise continue de perdurer et que ce beau combat puisse trouver une fin qui soit heureuse. Hugues, c'est intéressant ce qu'on entend parce que ça veut dire qu'il y a presque un écosystème en fait, de la coopérative où on s'entraide aussi les uns les autres? Oui, ça c'est la base même de la coopération. Mais c'est un beau film d'abord. Ensuite, c'est tout le sujet finalement de l'économie sociale et des coopératives, c'est de passer d'une utopie, de passer d'une forme de résistance sociale à un projet qui doit tenir à la fois de l'économique et du social. Et donc on voit bien qu'une des difficultés aujourd'hui des Fralib, mais aussi peut-être d'autres coopératives, c'est le commerce, c'est le marché, c'est d'avoir des clients, sans perdre son projet démocratique, son projet coopératif. Et donc, ils sont, après la phase de résistance, ils sont dans cette phase-là, qui est une phase difficile, et où ils ont besoin d'être soutenus, et que le mot coopération veut dire quelque chose de concret, c'est-à-dire qu'on appartient à quelque chose de plus large quand on que la simple coopération des coopérateurs. Et dans un monde plus large qui est le monde de la coopération. Reprendre une usine, on voit que la difficulté, vous disiez, dans l'industrie, c'est encore plus difficile. Reprendre une usine qui était déjà en difficulté, ou tout du moins dont on a décidé, en fait, quand on était actionnaire ou propriétaire type Unilever, de délocaliser. On a vu aussi avec MyFerryLink, donc SeaFrance, avec les ferries. On l'a vu avec les atelières de l'Ejabi. Est-ce que c'est reprendre une usine en difficulté, reprendre une industrie en difficulté, une activité qui est déjà en difficulté, est-ce que c'est voué à l'échec? Moi, je crois que d'abord, il y a une première question, c'est quand on le fait. Et plus on le fait tard, plus ça devient difficile, parce que plus l'outil de production est dégradé, on a perdu des clients. Donc, le fait de savoir quand les salariés peuvent reprendre l'entreprise est une question très importante. Il faut que ce soit le plus tôt possible, de façon à ce que l'entreprise reste encore la plus viable possible. Et plus c'est tard, mais c'est un peu comme dans la médecine. Donc, là, il y a une question qui est vraiment très importante pour les coopératives. Et puis après, c'est cas par cas, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a pas de règle. Il y a des entreprises qui peuvent être reprises, ça va marcher, et d'autres, ça ne marchera pas pour des raisons très diverses. Le marché, la direction, qui est très importante. Il faut des dirigeants dans une scope. S'il n'y en a pas, c'est difficile, ou il faut aller les chercher ailleurs. Donc on ne peut pas généraliser, si vous voulez. Il y a des cas de succès ou des cas d'échec qui sont du cas par cas. Stéphane Vernac. Oui, la difficulté, c'est comment apprécie-t-on vraiment les difficultés d'une filiale, d'une usine, d'un établissement? Effectivement, il y a des cas dans lesquels les performances économiques ne sont pas en rendez-vous et le groupe, les propriétaires, entre guillemets, décident de fermer. Et effectivement, là, on peut avoir des repreneurs qui se présentent pour de mauvaises raisons. Mais très souvent, on a constaté dans le secteur industriel que pour des activités rentables, les groupes souhaitent cesser l'activité, délocaliser en réalité. Et là, évidemment, les groupes s'opposent très clairement à la reprise de l'activité par les salariés pour une raison extrêmement simple. Qui est le cas d'Unilever, typiquement. Voilà, pour une raison très simple, ou c'est le risque de concurrence. Voilà. Donc on a vu des cas, Stora Enso très récemment, dans lesquels, dans ce secteur de la papeterie, le groupe finlandais a au départ un petit peu commencé à négocier avec les salariés une reprise de l'activité. Et puis lorsqu'ils se sont aperçus que le projet était quand même très viable et pouvait faire concurrence au groupe, ils ont augmenté leurs prétentions, ils ont rendu impossible la cession. La reprise. Voilà. Camille Dorival. On parle beaucoup des cas de reprise d'entreprise sous forme de SCOP. C'est le cas dans le documentaire qu'on a vu. Il faut savoir que l'essentiel des SCOP, c'est des entreprises qui sont créées en tant que SCOP et qui ne sont pas des reprises d'entreprises. Les reprises d'entreprises en difficulté parmi le monde des SCOP, ça représente 6% des créations d'entreprises. Donc celles, malheureusement, dont on entend aussi le plus parler. C'est celles dont on entend le plus parler. C'est celles qui ont le plus de difficultés. Les défis les plus grands à relever. Alors, moi, je n'ai pas de statistiques sur le taux d'échec des reprises en SCOP, puisque je pense que ces statistiques n'existent pas. Mais par contre, si on regarde l'ensemble des SCOP, elles sont plutôt plus performantes économiquement que l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire que leur taux
de survie à 5 ans, donc au bout de 5 ans d'existence, c'est de 65%, alors que c'est le cas de seulement 50% de l'ensemble des entreprises. Donc on a des entreprises qui sont plutôt assez performantes et je pense que c'est lié notamment au fait que les décisions sont prises de manière collectivement. Le groupe Up est un gros groupe, hein, je le disais, 3500 personnes, 700 coopérateurs, 450 millions de chiffre d'affaires. Vous êtes la deuxième scope après le groupe Accom qui lui est spécialisé dans la fibre et le câblage, effectivement. À cette taille-là, quand on atteint une taille critique comme celle-là, est-ce qu'on peut vraiment, véritablement fonctionner en coopérative? Est-ce que c'est aussi, comme le dit Camille Dorival, un levier de compétences et de croissance? Je pense que le groupe Up, dans sa réussite économique, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas été créé sous forme de coopérative. Donc c'est plus de 50 ans d'histoire. Et effectivement, c'est aujourd'hui un challenge permanent pour l'ensemble des coopérateurs, surtout quand on fonctionne à plus de 700 aujourd'hui, comme c'est le cas pour le groupe Up. Dans 17 pays, c'est ça? Alors on est 3300 salariés dans 17 pays, mais effectivement, comme vous l'avez bien dit, la maison mère est une société coopérative et participative en France, détenue à 100% par ses salariés. C'est une SCOP à 100%. Donc nous n'avons pas d'actionnaire extérieur. Et effectivement, ça suppose que la démocratie fonctionne bien. On est dans une entreprise où effectivement le mode de gouvernance se doit d'être adapté au nombre de salariés. Hugues Sibylle, pourquoi est-ce que, comme le dit Camille Dorival, quand on crée une entreprise en SCOP, parce que c'est le cas peut-être du groupe Up, elle a été créée en SCOP en 1964, c'est ça, c'était déjà une coopérative. Qu'est-ce qui fait que ça marche mieux? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que je souscris à ce que Camille a dit, à savoir qu'il ne faut pas assimiler les SCOP à reprise d'entreprises en difficulté. L'essentiel de ce que sont les SCOP aujourd'hui, ce sont des créations d'entreprises en SCOP. Plus 4%, alors, il faut dire aussi 55 000 salariés. C'est un statut juridique qui est précisé par la loi, mais qui s'applique dans le cadre d'entreprises qui sont par ailleurs des SCOP société anonyme simplifiée ou SARL, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont des entreprises commerciales, qui sont inscrites au registre du commerce et qui donc fonctionnent comme des entreprises. Dans les raisons du succès, il y a bien sûr le fait que les salariés sont motivés, au courant, partie prenante des décisions et de la vie de l'entreprise. Il y a aussi le fait que les résultats sont le plus souvent soit distribués aux salariés, donc c'est motivant, soit réinvestis. Et donc par rapport à des PME dans lesquelles quelquefois on vide la substance de l'entreprise, eh bien dans une SCOP on ne vide pas la substance de l'entreprise et on réinvestit sur l'avenir. Donc de ce fait elles sont aussi plus solides, contrairement à ce que souvent on pense, parce que, et puis enfin troisième chose, les SCOP sont dirigés, parce que finalement une des craintes souvent des patrons classiques ou des milieux économiques, c'est de dire oui mais dans une coopérative finalement tout le monde décide de tout, ça marche pas. Non, dans une SCOP il y a une assemblée générale, il y a un conseil d'administration, il y a un président, j'en ai une en face de moi, il y a des gens qui prennent des décisions, simplement ils les prennent selon des modes participatifs qui sont différents des entreprises traditionnelles. Et c'est donc une force. Et donc par rapport à votre débat là, oui, je pense que la SCOP est un modèle d'avenir. Alors justement, on va y revenir. J'aimerais toutefois qu'on écoute d'anciennes atelières, les ex-Le Jabi qui avaient tenté aussi de reprendre leurs ateliers et qui ont malheureusement dû mettre la clé sous la porte. C'était il y a quelques mois. On réécoute. C'est du gâchis, quoi. Voilà. Et on y croyait, on espérait et on a été trompés, en fait. Parce qu'on n'a pas été soutenus. Voilà. Voilà, encore une entreprise qui ferme. Voilà, un de nos savoir-faire qu'on essaye de sauver, qui est encore un peu menacé. Voilà, on accuse le coup. La responsable des atelières qui avaient donc repris la SCOP a dit que pour beaucoup, c'était l'attitude des banques qui avait joué dans la chute de cette coopérative. Camille Dorival, c'est quoi le rôle donc, des banques dans les difficultés rencontrées notamment par les SCOP, celles qui se montent, ou les reprises? C'est vrai que les banques ont souvent la méconnaissance de ce que c'est qu'une SCOP et peut-être un peu une méfiance sur le mode de gouvernance collective et peut-être des préjugés aussi sur les compétences. Enfin, peut-être que Hugues pourra nous en dire plus. Non, mais je pense qu'il faut vraiment distinguer la reprise d'entreprise en difficulté, comme c'est le cas avec les deux cas qu'on a vus là, et puis le parc des coopératives existants qui se financent aujourd'hui tout à fait raisonnablement. Par les banques. Par les banques. Les banques classiques. N'oubliez pas que 60% des dépôts bancaires en France sont faits dans des banques coopératives. Le Crédit Mutuel, le Crédit Coopératif,
coopératives, les caisses d'épargne, ce sont des banques coopératives. Et donc, si la SCOP est une entreprise qui se porte normalement, qui se développe normalement, elles n'ont aucun problème aujourd'hui d'accès au financement bancaire. Par contre, là où il y a un problème, c'est effectivement dans ce cas de reprise d'entreprises en difficulté, avec des bilans dégradés. Où les banques, du coup, ne suivent pas. Là, les banques, effectivement, sont plus prudentes, on va dire, parce que la situation est difficile, mais elles le sont aussi sur une PME familiale qui est en situation difficile, si vous voulez. Comment est-ce qu'elles se financent, les SCOP ? Il y a un pourcentage minimum de la part des résultats qui sont réalisés par les SCOP qui doit être réinvesti. Et donc c'est généralement fixé dans les statuts. Il y a un minima légal, mais pour l'exemple type du groupe UP, c'est qu'on est à 45% du résultat qui est réalisé par l'entreprise qui doit être automatiquement réinvesti. Ce qui est le cas aussi, je crois, chez Alternative Économique, 45%. Donc ça nous donne quand même, ça permet... C'est une trésorerie quand même assez importante. Ça permet d'avoir des fonds propres et ça permet de générer effectivement un cercle vertueux qui permet d'inscrire l'investissement dans l'entreprise dans une dynamique de pérennité, de durabilité. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien finalement qui est reversé aux actionnaires, enfin donc à vos coopérateurs, c'est quoi? C'est de l'ordre de 15% qui est reversé? Chez nous, mais je pense qu'on est assez proche de la moyenne, les années où on fait du résultat, ce qui est le cas la plupart du temps, mais la presse a quelques difficultés en ce moment. Quand on fait du résultat, donc il y en a 45% qui vont dans ce qu'on appelle des réserves impartageables. Donc c'est des réserves qui appartiennent à la collectivité, qui ne peuvent pas être partagées entre les actionnaires, qui restent propriété de la coopérative. On en a 40% qui vont en participation pour les salariés, qu'ils soient associés ou pas associés, mais la plupart des salariés chez nous sont associés, enfin sociétaires de la coopérative, parce qu'on a fait ce choix-là. Et puis on a 15% qui vont en dividendes, donc en rémunération des associés, de l'ensemble des associés, qu'ils soient salariés ou non salariés, parce que nous, on a fait le choix aussi d'avoir des associés extérieurs qui sont en fait des lecteurs d'Alternative. Il y a une société des lecteurs. Ce qui veut dire que, et vous me l'expliquiez en préparant cette émission, que cela vous a permis de passer des moments de crise qui auraient pu, si vous étiez en fait un organe de presse, je dirais, classique dans sa construction avec un financement plutôt privé, que vous n'auriez peut-être pas pu passer. Oui, alors effectivement, on a fait des résultats quasiment chaque année au cours de notre développement, dont 45% étaient mis en réserve et donc en fonds propres. Ça nous a permis d'atteindre un niveau de fonds propres très satisfaisant par rapport à notre niveau de chiffre d'affaires. Et ça nous a permis effectivement de faire face à 2 années où on a eu des pertes assez importantes liées à la crise de la presse, à la transformation du modèle économique de la presse. Et donc d'éponger ces pertes sans risquer un dépôt de bilan de l'entreprise. C'est vrai que le fait d'avoir été une SCOP a été un vrai atout dans le contexte qu'on a connu. Stéphane Vernac, vous qui travaillez sur la place des salariés dans les entreprises, comment est-ce que c'est perçu? Peut-être avez-vous des indices par les salariés? On entend aussi que certains ne sont pas forcément prêts à prendre des décisions, ne sont pas formés, même si Arnaud Breuil nous le disait, vous accompagnez en fait vos salariés avant les assemblées générales, etc. Est-ce que la SCOP, c'est l'affaire de tous? Est-ce que tout le monde est capable de participer à une SCOP? Alors ça, c'est une question un peu difficile. Effectivement, chacun a une représentation différente de son travail. Et c'est très bien expliqué dans le documentaire. Il y a certains pour lesquels c'est simplement un moyen de subsistance. Et pour d'autres, c'est un moyen aussi de se réaliser, de s'épanouir, de participer à un collectif. Mais ce qu'on voit bien, c'est la différence entre un pouvoir et une autorité. Dans une société commerciale classique, avec des actionnaires qui désignent des dirigeants, qui prennent des décisions, on a l'exercice d'un pouvoir unilatéral. Et descendant. Et dans notre droit positif, le droit du travail n'est qu'un droit des conséquences. Il y a quelques mécanismes de négociation, mais vraiment à la marge sur les conséquences sociales. Ça, c'est du pouvoir unilatéral. Mais on le voit dans les coopératives, on passe à un système d'autorité, c'est-à-dire qu'il y a la construction d'un pouvoir légitime qui est accepté. Ceux qui prennent les décisions dans les SCOP, ils sont aussi affectés par leurs décisions. Donc on voit bien qu'on construit... Il y a une responsabilisation collective. Une responsabilisation, donc chacun est impliqué dans le collectif. Alors Arnaud Breuil et ensuite Hugues Sibylle. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est un élément déterminant. C'est-à-dire que la façon qu'on a, c'est vraiment le sentiment d'appartenir à un projet collectif qui est construit collectivement. Et l'ensemble des salariés se sentent investis au-delà de leur fonction dans n'importe quelle entreprise, qu'on considère comme étant une entreprise classique. Ils sont bien sûr associés
à la question du partage du capital. Pourtant, vous n'en avez que 700 sur 3500, donc quid des autres? Alors, quid des autres, c'est qu'essentiellement, les salariés qui ne sont pas dans la coopérative aujourd'hui sont les salariés des filiales qui sont à l'étranger. Et c'est un point important qui est à signaler, c'est que la société coopérative et participative de UP, maison mère du groupe UP, a pratiquement doublé le nombre de ses sociétaires il y a 2 ans, en fusionnant avec certaines de ses filiales, notamment les filiales françaises. C'est-à-dire que l'objectif, et c'est comme l'objectif est de grossir donc et de permettre cette responsabilisation à tous. C'est de renforcer en fait la coopérative. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure au début, c'est-à-dire qu'on considère comme étant indissociable notre développement économique et l'affirmation de nos principes coopératifs. Est-ce que ça ralentit la prise de décision? Absolument pas. C'est au contraire un atout. C'est toute décision qui est prise est davantage partagée. Alors évidemment, il y a un conseil d'administration qui est élu tous les 4 ans au fin de prendre les décisions les plus importantes, les décisions stratégiques de l'entreprise, mais tout est validé par l'Assemblée générale des sociétaires. Oui, je pense que la SCOP est d'une grande modernité de ce point de vue-là. Quand on voit aujourd'hui les attentes des jeunes par rapport à la vie au travail, et le fait de ne pas être simplement des exécutants, mais de participer à la vie de l'entreprise, et pas simplement en termes d'affichage. On parle beaucoup aujourd'hui des parties prenantes de l'entreprise, de la responsabilité sociale. Dans une SCOP, les salariés, ils sont vraiment à la manœuvre. Une des approches aussi de cette modernité, c'est que une SCOP n'est pas délocalisable. Ça, je pense que les téléspectateurs le comprennent tout de suite, parce que les gens, ils se réunissent en Assemblée générale pour prendre les décisions, et c'est pas eux qui vont décider de transférer leur entreprise en Asie, puisqu'ils vivent là. Et donc, il y a un intérêt aujourd'hui du modèle coopératif par rapport à l'économie de proximité, par rapport à l'économie locale, qui est très importante, précisément parce que les salariés, mais qui habitent aussi sur le bassin d'emploi, sont les décideurs dans l'entreprise. Et quand on dit décideurs, il faut bien que là aussi les gens comprennent, on ne se réunit pas tous les matins à tous pour prendre les décisions. Il y a des systèmes de délégation, les responsabilités sont claires. Comme toute autre entreprise, finalement, sauf que l'Assemblée générale n'est pas faite d'actionnaires, mais de coopérateurs qui travaillent dans l'entreprise. Ce que j'entends aussi, c'est la quête de sens derrière, de remettre du sens dans le travail, de remettre du sens dans le collectif. On entendait dans le documentaire un des coopérateurs dire « Nous, ce qu'on veut, c'est renverser le système, c'est sortir du capitalisme à outrance ». On entend un changement de paradigme aussi là-dedans, à l'heure où il y a de plus en plus de chaires de social business, où on entend beaucoup en fait de parler de la responsabilité sociale des entreprises, d'économie sociale et solidaire. Est-ce que là, il n'y a pas aussi en fait un changement de paradigme, notamment chez les plus jeunes qui ne veulent plus travailler comme leurs parents? Camille Dorival, peut-être? Alors, je pense effectivement que derrière la création de SCOP, il y a forcément un peu un idéal politique, mais c'est aussi parce que je pense que pour faire la démarche de créer une SCOP, que ce soit ex nihilo ou en reprise, il faut un certain désintérêt pour l'enrichissement personnel. Et c'est vrai que ça, c'est pas donné à tout le monde, et que je pense que pour se désintéresser de son enrichissement personnel, quand on veut créer une entreprise, il faut avoir un idéal politique derrière. Après, je pense qu'on s'inscrit quand même dans le capitalisme, mais que c'est un capitalisme, effectivement, dans le marché, tout à fait. Mais qu'on essaye de prôner un marché plus humain, enfin à visage humain par rapport à ce qui peut être constaté le plus souvent. Stéphane Vernac, on sent aussi que, aujourd'hui, on voit à quel point l'épuisement professionnel, les questions de burn-out, de quête de sens justement dans le travail sont devenues centrales pour les salariés, notamment pour les plus jeunes. Est-ce que la SCOP ou la coopérative ou la SKIC fait figure de solution? Alors, c'est pas forcément la solution miracle, mais on le voit bien dans le documentaire, il y a une autre conception du management qui est déployée dans cette coopérative. On voit que chacun est responsable de son travail, chacun peut circuler dans l'organisation, donc chacun est conscient du travail de l'autre. On n'est pas dans un management qui va imposer des objectifs sans savoir véritablement comment le salarié... Il y a une forme d'interaction qui effectivement n'existe pas forcément dans les entreprises dites classiques. Tout à fait. Donc c'est évidemment dans le sens de la modernité qui consisterait à reconnaître enfin la place du travail dans l'entreprise, à se dire que cette dichotomie permanente entre, d'un côté, une structure économique qui est fondée sur
un principe hiérarchique, un pouvoir, et de l'autre une société civile, une structure politique dans laquelle les citoyens sont égaux, on vit dans cette tension permanente. On voit bien que... c'est l'idée d'un homme, une voix, hein, même si c'est l'idée d'un homme, une voix. On voit qu'il y a des solutions quand même pour sortir de cette tension et qu'il y a des organisations qui fonctionnent extrêmement bien avec un principe égalitaire. Hugues Sibylle ? Oui, juste un mot en complément. En fait, au-delà de cette notion de sens, il faut voir que dans une SCOP, le travail est souvent de meilleure qualité que dans d'autres entreprises. C'est prouvé par des enquêtes. L'enquête Quorum, par exemple, sur la qualité de vie au travail, montre que la qualité de vie au travail en économie sociale est perçue comme bonne par les salariés. Et puis, vous pouvez prendre un autre indicateur, qui est le pourcentage affecté à la formation. Dans les SCOP, il y a plus d'argent qui est mis dans la formation des salariés que dans les entreprises classiques. Le budget de formation est plus important. Quid des questions aussi d'égalité salariale, d'écart de salaire entre les PDG Arnaud Breuil, peut-être. Est-ce que vous avez ces chiffres? Est-ce qu'il y a des gros écarts de 1 à 15 ou à 20 entre votre PDGR et le salaire le plus bas de l'entreprise? En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la plupart des scopes, l'échelle des rémunérations est évidemment bien moindre que celui des entreprises classiques. Et on sait aussi que ça pousse, et on le voit avec Amine de Rival notamment, ça améliore la condition des femmes en entreprise. Ça, c'est effectivement un élément déterminant. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir tout à l'heure. On parlait tout à l'heure aussi de la place des jeunes. Le fait qu'aujourd'hui, l'essentiel de la création des entreprises en scope se fasse sur des secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs porteurs, notamment dans le secteur des services, de l'informatique, de l'ingénierie, font que, par rapport à la question que vous posiez sur le sens que les jeunes donnent à l'investissement dans une entreprise aujourd'hui, montre que le fait d'investir autrement, d'entreprendre autrement, et donc de se placer dans une logique d'investissement collectif, de création d'un projet commun, est quelque chose qui effectivement rencontre un écho assez fort dans la société aujourd'hui, et notamment depuis la crise de 2008 qui avait montré que ce décalage, ce décrochage entre la financiarisation de l'économie et le fait qu'aujourd'hui les jeunes qui investissent, qui entreprennent, ont envie de le faire avec une recherche de sens et de partage de valeurs. Un chiffre intéressant, hein, il y a eu un sondage qui a été fait par l'Institut Ipsos pour le Boston Consulting Group et la Conférence des grandes écoles, réalisé auprès de 2111 élèves des grandes écoles. Un étudiant sur 2 aimerait travailler dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors, dernière question, rapidement, Hugues Sibylle, est-ce que la SCOP est l'avenir de l'entreprise? Parce que moi, quand je suis sorti d'une grande école, je parlais d'économie sociale ou de SCOP, personne ne savait ce que c'était. On me regardait avec des grands yeux en disant mais où est-ce qu'il va? Et je vois maintenant que 1 sur 2 a envie d'y aller, c'est un signe des temps. Ça nous donne aussi une responsabilité, nous, acteurs de l'économie sociale, parce qu'il faut être capable de répondre à ces attentes et de respecter la promesse. On fait une promesse, finalement, quand on défend l'économie sociale, on fait la promesse d'entreprises différentes, de fonctionnements différents. Donc il faut aussi que cette promesse soit tenue, parce que les jeunes, ils ont envie de venir, mais s'ils sont déçus, et c'est pire que tout. Donc nous avons aussi une responsabilité que d'avoir, pour moi, ce qu'est l'économie sociale, c'est des valeurs, des statuts, on en a parlé, et des pratiques. Il faut que les pratiques soient en conformité avec les valeurs et les statuts. Camille de Rival. Je pense que dans l'ensemble, les salariés se sentent plutôt mieux dans une SCOP qui peuvent l'être ailleurs, mais il faut faire aussi attention à pas trop pousser la logique jusqu'au bout, parce qu'on a aussi, à force de s'impliquer dans l'entreprise, de beaucoup travailler, des risques de burn-out. Et c'est vrai que le burn-out est assez courant dans l'économie sociale et solidaire, donc c'est peut-être là le point de vigilance. Il va falloir effectivement faire attention à trop d'engagement, peut-être aussi dangereux. Merci à vous de nous avoir éclairé sur cette question. Bien entendu, on va vous donner les adresses. Vous pouvez bien entendu donner à la SCOPTI dans le cadre de ce financement participatif. Je rappelle qu'ils ont besoin de 700 000 € pour maintenir leur activité, donc rendez-vous sur le site dont le bandeau s'affiche juste là, effectivement. Et vous retrouverez bien entendu toutes ces informations sur la page de l'émission. Vous pouvez aussi commander, voter 1336 ou SCOPTI, c'est à l'adresse fraliberté.fr pour prolonger quelques ouvrages. Fralibre, 1336 jours de lutte, c'est de Gérard Carzola, Charles O'Haraud, Freddy Huc et Olivier Leberquier, c'est aux éditions Le Temps des Cerises. La solution coopérative de Pierre Liret, c'est aux éditions Les Petits Matins en 2016. Le bonheur est dans la SCOP, un patrimoine d'expérience pour demain,
de François Kerfoun et Michel Portas, c'est aux éditions également Les Petits Matins. Et je renvoie à l'étude du laboratoire de l'économie sociale et solidaire que vous présidez, Hugues Sibyl, Transformer l'emploi, redonner du sens au travail. C'est paru en 2017. Enfin, un autre film, 1336 jours, des hauts, des bas, mais debout. C'est un film qui a été réalisé par Claude Hirsch et qui lui reprend en fait la lutte pour la récupération de l'usine par les Fralib. Voilà. C'est fini pour cette première émission de la saison, mais pas de panique. Vous pouvez revoir documentaires et débats en replay et à l'envie sur notre site publicsena.fr. N'hésitez pas à réagir et à commenter sur notre hashtag UMED. Merci à Aurélie Dafas d'avoir préparé ce débat. Nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour interroger notre monde en doc. Très belle semaine à tous. Ciao.